Bienvenue à nouveau dans l'émission, tout le monde. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci d'être là. Avant de commencer, veuillez nous suivre sur Substack à l'adresse worldaffairsandcontacts.com et envisagez de soutenir la chaîne en devenant membre sur YouTube ou sur Patreon. Très bien, analysons cela, car quelque chose de très important vient de se produire en Europe. Et cela nous en dit long sur la direction que prend la guerre par procuration contre la Russie via l'Ukraine. À l'occasion du 4e anniversaire du conflit, les plus hauts dirigeants de l'Union européenne, le président du Conseil européen Antonio Costa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la présidente du Parlement européen Roberta Metsola ont publié une déclaration conjointe prônant. Et ce n'était pas qu'une déclaration symbolique. C'était très stratégique. Commençons par les chiffres. Depuis 2022, l'UE affirme avoir apporté 200 milliards d'euros de soutien à l'Ukraine. Et c'est un montant énorme, vraiment énorme. Mais il ne s'arrête pas là. Ce qui est frappant, c'est qu'ils fournissent cette aide alors même que les économies européennes continuent de décliner. La déclaration annonce également 90 milliards d'euros supplémentaires prévus pour 2026 et 2027. Et voici le détail clé. 60 milliards d'euros de cette somme sont réservés aux besoins militaires dans le cadre de ce qu'on appelle le programme Porcupine. Le premier versement devrait être effectué, je cite, « dès que possible ». Et cela en dit long sur l'intention réelle. Ce n'est pas un ralentissement, c'est une planification pour la poursuite du conflit. Sans surprise, Zelensky aurait donné l'ordre de se préparer à 3 années supplémentaires de guerre. Nous pouvons donc désormais assembler les pièces de ce puzzle. L'Union européenne a également précisé que la pression sur la Russie allait s'intensifier, en particulier dans les secteurs de l'énergie et des finances. Donc davantage de sanctions, plus de restrictions, plus d'actions contre ce qu'ils appellent la flotte fantôme de la Russie, c'est-à-dire les pétroliers et réseaux maritimes utilisés pour contourner les sanctions occidentales. Et rappelons-le, les sanctions occidentales ne constituent pas le droit international. Mais bien sûr, cela ne s'arrête pas à l'économie. Bruxelles a réaffirmé sa position selon laquelle l'Ukraine doit être rétablie dans ses frontières de 1991. Ils ont présenté cela comme un respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi qu'un rejet de la modification des frontières par la force. Il aurait toutefois été souhaitable qu'ils respectent la souveraineté de l'Ukraine avant le coup d'État du Maïdan en 2014. En d'autres termes, leur position officielle n'a pas changé. Rien n'a évolué. Bien sûr, l'Union européenne n'a pas encore publié de déclaration similaire sur la question israélo-palestinienne, mais quelque chose me dit qu'il ne faut pas trop compter là-dessus, ni sur une quelconque reconnaissance de la souveraineté dans ce cas précis. Et ensuite vient le front juridique. L'Union européenne affirme qu'elle est déterminée à établir un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, ainsi qu'une commission internationale des réclamations. Ces 2 entités fonctionneraient sous l'égide du Conseil de l'Europe, et leur objectif serait de tenir la Russie pour responsable et de poursuivre des réparations. Or, tout cela relève encore du fantasme, car je vous le rappelle, les réparations sont payées par qui? Elles sont payées par la partie qui perd un conflit. Alors, que signifie réellement tout cela? Eh bien, cela signifie que la ligne stratégique de l'Union européenne n'a pas changé. Elle s'entête dans ces politiques qui ont échoué. Elle ne parle pas de compromis, elle ne parle pas de paix, elle ne parle pas d'un règlement diplomatique de ce conflit. Ils ne montrent aucun signe de fatigue, sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune manière imaginable. Ils ne se préparent pas à un règlement rapide. Au contraire, ils se préparent à une confrontation prolongée. Et cela est vrai sur les plans politiques, économiques, juridiques et bien sûr, malheureusement, militaires.
L'argent européen, selon leurs propres prévisions, garantit le financement de l'effort de guerre de l'Ukraine pour au moins 2 années supplémentaires. Maintenant, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Une fracture est en train d'émerger au sein de l'Occident. D'un côté, on trouve certains cercles de Washington, en particulier autour du camp de Donald Trump et de son entourage immédiat dans l'établissement de la politique étrangère, qui préféreraient geler ou suspendre le conflit plutôt que tard. Pourquoi veulent-ils cela? Eh bien, parce que les États-Unis ont d'autres priorités géopolitiques clairement définies dans leur stratégie de sécurité nationale publiée il n'y a pas si longtemps. Cette priorité, c'est la Chine, puis bien sûr le Moyen-Orient et la concurrence économique mondiale. À Washington, on reconnaît qu'il est très improbable d'atteindre rapidement des objectifs maximaux en Ukraine. En fait, cela devient de plus en plus improbable chaque jour. Le président Trump aimerait pouvoir revendiquer une victoire rapide, régler la 9e guerre, ou quel que soit le nombre, et peut-être avoir une chance de recevoir le prix Nobel de la paix l'année prochaine. Pour lui, cela ressemble à une victoire. Ensuite, de l'autre côté, de nombreux dirigeants européens, ainsi que le Royaume-Uni, considèrent ce conflit comme fondamental. Pour eux, affronter la Russie correspond en réalité à ce qu'ils perçoivent comme l'objectif initial de l'OTAN. Et vous savez quoi? Je serais d'accord avec cela, car c'est vrai. L'OTAN a été créée pour faire face à l'Union soviétique. Elle aurait donc dû être dissoute dès que les pays du pacte de Varsovie ont disparu. Cela ne s'est pas produit. Ainsi, sur le plan stratégique, maintenir l'engagement profond des États-Unis en Europe sert également les intérêts européens. L'attention ne porte pas sur la question de savoir si la Russie est un adversaire, mais sur les priorités, les calendriers et l'allocation des ressources. Et voici la dimension stratégique plus large de ce que je viens de décrire. Si les hostilités en Ukraine étaient suspendues, les États-Unis libéreraient une partie de leur capacité diplomatique, militaire et économique. Ce changement pourrait en réalité rediriger l'attention américaine vers d'autres théâtres, augmentant potentiellement la pression sur des pays comme l'Iran ou Cuba. Ce que nous observons ici n'est donc pas seulement un conflit en Ukraine, ou pas seulement une guerre en Ukraine. C'est une lutte autour de la stratégie occidentale elle-même. Faut-il redoubler d'efforts pour chercher la défaite stratégique à long terme de la Russie, ou bien geler le conflit et se tourner ailleurs? Cette déclaration de l'UPOMEM suggère très clairement que, du moins à Bruxelles, la réponse est évidente. Ils sont fermement décidés à maintenir le cap, augmenter les financements, accroître la pression sur la Russie et se préparer à une stratégie de long terme, malgré le fait que la population ukrainienne souhaite désespérément la paix avec la Russie. Il serait également bénéfique pour l'architecture de sécurité eurasienne de trouver une solution diplomatique. Et donc, bien sûr, cela signifie davantage de conflits, et le conflit est loin d'être terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette brève mise à jour vous a plu. Si cela vous a parlé, envisagez de soutenir mon travail en devenant abonné payant sur YouTube, Patreon ou Substack. Passez une excellente journée et à très bientôt. Au revoir pour l'instant.